Isabello. Je suis entrepreneur également, membre du comité éditorial de la revue Politique et parlementaire. Alors c'est toujours un moment un peu particulier, cette première table ronde après l'heure du déjeuner. Donc on va essayer de ne pas vous laisser sombrer dans ce moment un peu cotonneux que redoutent les gens qui participent à des colloques. Et nous avons aujourd'hui une belle représentation. Alors je vais vous faire une petite présentation rapide et évidemment, bien avant ça, remercier encore une fois la mairie de Saint-Raphaël, le grand partenaire Deloitte, mais aussi l'ensemble des équipes qui s'occupent très très bien de nous. Donc sachez que nous sommes très heureux de venir vous distiller toute cette science, mais nous passons également un très bon moment à Saint-Raphaël et c'est grâce aux équipes de la revue Politique et parlementaire et notamment de Florence et Arnaud Benedetti. Il n'y a, nous dit-on, qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Peut-on se révolter face à Camus sans sombrer dans sa célèbre qualification de l'absurdité? C'est pourtant ce que nous allons faire durant l'heure et quart suivante. En effet, mon cher Albert Camus, nous jugerons, sous l'autorité des membres de la RPP, notre chère revue politique parlementaire, si notre week-end valait la peine d'être vécu, à la seule condition, mesdames et messieurs, de fouiller et trouver quelques réponses à cette question passionnante. Les États-Unis ont-ils le monopole de la production de la norme? Celui qui contrôle les normes contrôle le marché. On attribue cette phrase à Werner von Siemens, le célèbre inventeur et industriel allemand. En effet, ce texte a été écrit avec un clavier normalisé, un logiciel normalisé. Je l'ai imprimé sur une feuille A5, une norme dans l'imprimerie, et je m'adresse à vous par l'intermédiaire d'un micro HF, lui aussi normalisé, et en utilisant des normes linguistiques dont les professeurs correcteurs du bac français aimeraient qu'elles soient parfois mieux partagées. Les normes sont partout. Elles structurent nos fondations juridiques. Le grand juriste et philosophe du droit Hans Kelsen en a établi une hiérarchie l'instituant grand pharaon d'un classement pyramidal de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elles régissent la propriété industrielle. Chaque créateur d'entreprise se rêve détenteur du précieux sésame de l'INPI, promesse de futurs succès commerciaux. Or, mesdames et messieurs, la norme est avant tout polysémique. Business, certes, juridique, assurément. Nous aurons l'occasion d'aborder durant notre table ronde son ADN philosophique. Elle agit sur nos comportements car elle influence nos imaginaires. Et que dire des indices qui seront exhumés de la grande histoire américaine pour comprendre un peu mieux les effets visibles de leur relation avec les autres États? Y a-t-il un monopole sur sa production? Nous ausculterons l'assertion de notre table ronde qui tente à arguer l'impérium exercé par nos chers amis yankees. Espérons, cher public, que nous émergerons rassurés de cette plongée collective, convaincus qu'il en est autrement. Mais je n'en suis pas forcément certain. Sinon, une telle perspective américano-centrée du sujet offrirait une belle revanche à ce cher Albert Camus qui, convoquant Sisyphe, nous exhortait à assumer l'absurdité du monde pour revendiquer un peu de notre liberté, mais selon lui, c'était une liberté aliénante. Et pour faire ce chemin, nous aurons la chance d'écouter 4 conférencières et conférenciers grands voyageurs dans leur spécialité. Vous pourrez évidemment échanger avec eux et leur poser toutes vos questions dans un second temps. Et je vous remercie d'accueillir Madame Nicole Bacharan. Madame Bacharan, merci d'être avec nous par la magie de la technologie, hein, la quintessence de la norme. Alors vous êtes historienne et politologue, spécialiste des États-Unis d'Amérique. Vous êtes un visage familier des Françaises et des Français qui s'informent dans les médias de presse écrite et audiovisuelle. Autrice d'un très grand nombre d'ouvrages sur la Maison-Blanche, dont le dernier, Les Grands Jours, qui ont changé l'Amérique. Monsieur Pierre Musso, vous êtes philosophe de formation, professeur honoraire des universités. Vous collaborez toujours auprès de l'Institut
d'études avancées de Nantes, spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages, dont Le temps de l'État-entreprise et La religion industrielle. Monsieur Philippe Bonnecarrère, vous êtes sénateur du Tarn, pas si loin de cette belle région de Saint-Raphaël, auteur de très nombreux rapports sur l'extraterritorialité des lois américaines et dernièrement sur la judiciarisation de la vie politique, qui est un petit peu plus éloignée de notre sujet aujourd'hui. Didier Mauss, vous êtes également élu local puisque vous avez été maire de Samoins-sur-Seine, une petite commune charmante de 2400 habitants, si je suis bien renseigné, ancien conseiller d'État et grand spécialiste du droit constitutionnel. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur les institutions et les droits constitutionnels, mais aussi, et comme nous sommes à Saint-Raphaël, lieu unique au monde, vous serez d'accord avec moi, eh bien vous avez écrit un ouvrage à plusieurs mains, Forêt de Fontainebleau, un lieu unique au monde. Alors Pierre Mussot, je vais commencer avec vous et je vais vous demander, et vous développerez votre propos et nous vous en remercions, comme le disaient les conventionnels en 1791, qui pour en finir avec toutes les tours de Babel, se demandaient, la norme est-elle fondée en nature ? Merci. Merci de la question. Je ne sais pas si je vais y répondre. Je vais tourner autour. Vous avez raison, monsieur Mussot. Je voulais en même temps questionner la façon dont est formulée notre interrogation aujourd'hui. C'est-à-dire donc réfléchir, premier temps, sur la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme et sa production ? Alors, il faut traiter déjà, vous l'avez évoqué, de façon plurielle. La norme, il vaudrait mieux parler des normes que de la norme au singulier. Si on cherche à la définir, évidemment, on pense tout de suite au droit et à la loi. Vous avez cité Kelsen, bien sûr. Mais la notion est beaucoup plus ambiguë, puisque c'est à la fois la loi qui dit ce qui est autorisé, ce qui est interdit, mais c'est aussi le modèle, la référence. Et je crois que pour notre sujet, c'est ce deuxième aspect tout aussi important. Alors, le concept élargi de normes englobe toute une variété, normes sociales, normes morales, normes culturelles, normes politiques, religieuses, et deux sur lesquelles je veux insister, les normes managériales, c'est-à-dire celles qui sont produites à l'intérieur de l'entreprise en particulier, mais qui se sont étendues au-delà de la sphère de l'entreprise jusqu'à l'État. C'est pour ça que j'ai parlé d'État-entreprise. Et aussi, on y pense moins, les normes informatiques. Un juriste de Harvard a dit que désormais, Laurence Lessig, pour le citer, le code, c'est la loi. Et même, il écrit ceci, la loi du cyberespace dépendra de la manière dont il est codé. Et on le voit bien dans l'échange qu'on a eu précédemment, les algorithmes, les architectures de réseau sont des éléments majeurs aujourd'hui de la production de la norme. Et donc on peut considérer que la norme, c'est bien sûr un énoncé prescriptif général, mais qui ne se traduit pas automatiquement dans une règle formelle dotée ou pas de sanctions. Alors, sur les lieux de production, puisque c'est le sujet, les États-Unis sont-ils les producteurs de la norme, de la même façon que la norme doit être mise au pluriel, il faut parler des fabriques de normes au pluriel. Et ce sont essentiellement des institutions. Pour ma part, je considère que l'entreprise est aussi une institution. Et le fait qu'il y ait multiplicité de la production de normes n'exclut pas la cohérence de l'ensemble. Alors, les États-Unis n'ont pas, pour répondre à la question, le monopole, mais ont certainement une position dominante. Et je pense qu'il vaudrait mieux parler de position dominante donc que de monopole, notamment dans le champ technique et économique. Je ne parlerai pas du dollar, bien sûr, mais les lieux de production sont aussi liés à la puissance. C'est la première puissance mondiale, et on voit bien que Wall Street, ou la Fed, ou le Pentagone, etc., jouent un rôle majeur dans l'imaginaire, en tout cas, et puis au-delà de l'imaginaire, dans la production d'un certain nombre de normes. Mais je voudrais insister
sur ce qu'on appelle aux États-Unis la corporation, c'est-à-dire la très grande entreprise. Alors aujourd'hui, on parle essentiellement des GAFAM, mais pas seulement, c'est-à-dire la production justement des codes, des algorithmes, des réseaux, mais au-delà, la production des normes managériales et du marketing, que pour ma part j'appellerais avec un auteur la science du sourire et du bonheur, consumériste bien sûr. Donc ces très grandes entreprises sont des marques et sont productrices de marques dans la grande distribution dont on est devenu familier dans le monde entier. Et certaines sont séculaires, elles datent de la fin du 19e siècle, par exemple Coca-Cola, Levi's ou Schweppes. Et aujourd'hui, sur les 100 premières marques mondiales, vous en avez 56 qui sont nord-américaines, on les connaît bien, GAFAM, Visa, IBM, Tesla, ou McDo, ou Nike, etc. Donc, et on pourrait dire que ces 56 marques représentent l'équivalent du produit intérieur brut cumulé de la France et de l'Allemagne. Deuxième interrogation sur le fait que dans la question est présenté le modèle juridique de la production de la norme, c'est-à-dire le fait que c'est une vision mécaniste, c'est-à-dire la réception de façon imposée d'une règle de façon verticale et linéaire. C'est le schéma classique du droit, la norme imposée de cette façon-là. Et de ce point de vue-là, si c'était les États-Unis qui étaient producteurs exclusifs ou monopolistiques de la norme, évidemment, on pourrait parler d'américanisation dans ce sens. Mais nous avons eu quand même en France tout un courant philosophique, notamment initié par Georges Canguilhem et par Michel Foucault, qui a fait son doctorat avec le premier, pour modifier et élargir la définition et la représentation de la norme. Et pour aller vite, ils sont passés d'une vision juridique à une vision biologique chez Canguilhem, puis biopolitique chez Michel Foucault. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance régulatrice ne vient pas simplement de l'extérieur pour s'imposer de façon verticale à un certain ordre des choses, ce qu'ils appellent une définition négative de la norme, mais qu'elle est une création continue de la vie elle-même et de la société. Je vous cite juste Georges Canguilhem, ce sont les normes qui, de manière complètement immanente et pas transcendante, si vous voulez, extérieure, sont produites par le mouvement même de la vie. Et à ce moment-là, Canguilhem a distingué la normalité, qui justement serait celle qui s'applique mécaniquement de l'extérieur, à un donné existant préalablement, à la dynamique créatrice d'une normativité. Donc il distingue normalité et normativité, et de cette façon-là, il introduit la vision biologique de la norme. Michel Foucault a repris, dans la filiation de Canguilhem, cet élargissement et cette vision totalement différente de la norme, lui en parlant de normation et normalisation, c'est-à-dire, vous connaissez bien ses travaux sur Surveiller et punir ou sur l'histoire de la folie. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, sur l'histoire de la folie? On peut enfermer le fou, ce qu'on a fait pendant longtemps, mais on peut aussi, c'est ce qui a été fait ultérieurement, dire que c'est une pathologie et créer tout un courant médical qui va traiter la folie. Donc, dans un cas, c'est l'exclusion, dans un cas, c'est une norme exclusive, c'est le modèle juridique, alors que le modèle biologique, qui va appeler ensuite biopolitique, c'est celui de l'intégration. Donc, c'est le normal qui crée la norme. Et cette vision de Foucault et Canguilhem me semble très intéressante pour comprendre de façon maintenant plus opératoire la façon dont les États-Unis sont créateurs de normes, et c'est-à-dire qui ont une possibilité en permanence de créer des comportements, via en particulier les normes managériales, la publicité, le marketing, via bien sûr toute l'industrie des programmes, le code, le réseau, je l'ai évoqué, mais je voudrais insister sur un point, les récits. Ce matin, on parlait de narratifs, mais je préfère dire récits, les grands récits et les imaginaires hollywoodiens. C'est-à-dire que les États-Unis ont cette capacité, ou ont eu cette capacité depuis un siècle, à industrialiser la fabrication des imaginaires.
Et la force donc des normes, c'est pas simplement une imposition de normes techniques ou autres, même si ça existe bien sûr, mais et à ce moment-là, c'est plutôt la capacité à transformer de façon presque insensible, à travers la consommation et autres, à transformer les comportements. Et dans ce cas-là, je parlais moins d'américanisation que d'américanisme. C'est la deuxième façon d'aborder. Et la troisième réflexion que je voudrais introduire, c'est sur cette façon de formuler la question ici, c'est-à-dire dans un langage économique. En parlant de monopole, ça supposerait qu'il y a un marché aussi, des normes, etc. Et on voit qu'on est enfermé toujours dans une approche technico-économique. Et j'opposerais presque à ce déterminisme économique, presque un déterminisme des imaginaires. C'est-à-dire de prendre le contre-pied. Les imaginaires, ce n'est pas l'imagination, comme ça a été un peu dit ce matin de façon trop rapide. Ce sont les imaginaires collectifs. C'est les mythes, les représentations sociales, les croyances collectives. Et à ce moment-là, plutôt que de parler d'américanisme ou d'américanisation, je parlerai d'américanité. C'est quoi alors? Ce sont les puissances de l'industrie de l'imaginaire mondialisée. Et évidemment, on pense tout de suite aux GAFAM pour les programmes ou on pense à Hollywood pour les contenus. Je vous donne un exemple de la puissance américaine ici. C'est la jonction entre la Silicon Valley, qui produit notamment des programmes, des logiciels, des algorithmes, et Hollywood, qui sont à 500 km l'une de l'autre. Et que fait Hollywood? Hollywood produit des imaginaires à travers les blockbusters, et la Silicon Valley embraye dans le champ de l'innovation, entraînant les financeurs, entraînant les politiques et entraînant ensuite la planète. Deux exemples triviaux. Minority Report, 2004, sortie du smartphone, mis en scène dans Minority Report, 2007. Matrix, sortie du métavers et de l'intelligence artificielle à partir de Matrix. Je pourrais multiplier les exemples par 1000. Ce qui veut dire que le travail, si je puis dire, de la production de la norme américaine entre la Silicon Valley et Hollywood est un cœur stratégique. Et celui qui l'a parfaitement compris, c'était Steve Jobs, patron d'Apple, qui était aussi le patron de Pixar et ensuite de Walt Disney, qui est la grande fabrique à imaginaire des États-Unis. Mais Spielberg dans l'autre sens. Donc, ce qui est premier, c'est l'imaginaire ici. C'est-à-dire ce que certains appellent le soft power, une infra-idéologie, a dit Pierre Macheret, c'est-à-dire un amas d'imagerie, de mythes, de récits, de storytelling, comme on dit, sur le nouveau monde, la puissance, le bonheur, l'innovation. On en a souvent entendu dans une espèce de vulgate contemporaine, la conquête de l'Ouest, la modernité c'est les États-Unis, etc. Alors Jean Baudrillard, le sociologue, disait de Disneyland, je crois qu'il avait très bien vu, qui était la mise en scène de l'American Way of Life, que c'était le digeste de l'American Way of Life et un espace de régénération de l'imaginaire construit à la manière des usines. Et il appelait d'ailleurs l'Europe, et je soutiens totalement cette idée, à créer des centrales à imaginaire, comme on a fait des centrales nucléaires, dont on a débattu, des centrales à imaginaire. Et évidemment, au-delà de ce soft power qui est extrêmement puissant, il y a évidemment la fascination du pouvoir, du puissant, de la première puissance mondiale. Ce que Pierre Legendre appelle l'amour du censeur, pour nous ramener à la norme, c'est-à-dire le fait que le fondement imaginaire des institutions. Autrement dit, l'Amérique nous dirait toujours la vérité de la technoscience économie, et donc un modèle aussi de démocratie. Et pour faire la jonction avec notre débat d'aujourd'hui et d'hier, une référence à un modèle de liberté. Or, je vous renvoie à un ouvrage très récent, et je finis, de mon ami philosophe japonais, qui a un point de vue donc non occidental sur l'Amérique et l'Europe, qui s'appelle Osamu Nitashani, et qui vient de publier au Seuil l'impérialisme de la liberté,
que l'Amérique, dit-il, est un espace institué par la fiction juridique de la propriété privée. C'est-à-dire que les Européens qui sont allés au XVIe et au XVIIe siècle en Amérique et qui ont nommé l'Amérique ne s'appelait pas l'Amérique. Les indigènes n'avaient pas... c'était un territoire sans nom. Et c'est eux qui ont donné ce nom. Se sont inspirés tout simplement de John Locke, le grand philosophe anglais, son traité du gouvernement civil, pour dire, eh bien, puisque elle n'appartient à personne, cette terre, elle n'a même pas de nom, c'est un espace naturel sans contrainte. Et donc la liberté, ça a été la projection de l'imaginaire européen sur une terre vierge. Liberté d'acquisition, terre promise même pour les puritains, terre de liberté. Donc c'est une fiction juridique de la propriété privée projetée sur l'Amérique qui a donné à ce territoire son nom propre, à savoir l'Amérique. Du coup, et j'ai fini, je voudrais amener 4 notions. L'Amérique comme projection de l'imaginaire européen, notamment cette fiction instituante de la propriété privée, l'américanisation qui ne serait que l'imposition extérieure de normes, l'américanisme comme appréhension, adaptation, notamment en Europe, de la vision et des normes américaines, et l'américanité au sens d'un biopouvoir qui se exercerait à travers les comportements, à travers l'imaginaire et le soft power. Autrement dit, il y a eu un import-export entre l'Europe et l'Amérique. Les États-Unis, en l'occurrence, je parle de l'Amérique du Nord. Et donc, import de la vision européenne, notamment celle que j'ai évoquée, de la fiction juridique de la propriété privée, mais en retour, renvoi de l'industrialisation des imaginaires. Et donc, c'est un bloc euro-américain qui me semble ici central, comme dans un jeu de miroir entre ces deux continents, européens et nord-américains. Merci Pierre Musso, on peut l'applaudir. Nicole Bacharan. Bonjour. Voilà. Bonjour Madame Bacharan. Alors, les Amériques créent les comportements, l'Europe, l'Amérique, projection de l'image européenne, ce qui peut être rassurant pour ce que nous représentons. Qu'est-ce que l'historienne que vous êtes et politologue a à dire des raisons qui expliquent que les Américains, finalement, peuvent se permettre toutes ces choses-là, cette puissance sur les imaginaires. Les économistes parlent de pouvoir exorbitant du dollar. Éclaircissez-nous de ce que dit l'histoire. Et vous le savez, si vous pouvez nous parler un peu de Tocqueville, vous savez que ça me fera plaisir. Tocqueville, cher à votre cœur. D'abord, bonjour à tous et pardonnez-moi de ne pas être avec vous physiquement, en présentiel, comme on dit, mais voilà, ça n'était pas possible pour cette fois. En tout cas, je suis heureuse que par le miracle de la technique et des normes qui vont avec, je puisse au moins participer à ce débat. Évidemment, je rejoins tout à fait ce que disait M. Musso sur les fabriques des normes au pluriel, puisqu'il ne s'agit pas juste d'un gouvernement, d'une entreprise, mais d'institutions multiples. Et sur le fait que si on se pose ensemble cette question de l'éventuel monopole américain à produire des normes, c'est à cause de la position dominante des États-Unis. Il y a un adage très simple aux États-Unis qu'on demande pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela. Because they can. Parce qu'ils le peuvent. Et c'est un point de vue qui revient à tout propos, par exemple, comme je m'écarte à peine une seconde de notre débat immédiat, pourquoi les services américains espionnent tant et plus, y compris leurs alliés. Because they can, parce qu'ils le peuvent. Ne croyez pas un instant que les services européens se privent de ce genre de manne de renseignement, mais c'est à un niveau moindre, parce que leur capacité à le faire est moindre. Je ne dis pas que ça justifie, je ne dis pas que c'est bien, ou même pas que c'est mal, mais en tout cas, le fait d'avoir la capacité c'est évidemment un élément clé dans cette production collective ou non de la norme.
Et si les États-Unis peuvent le faire, je pense là immédiatement à l'aspect économique des choses. La première condition qui les met en position de le faire, c'est la taille de leur marché intérieur. Le fait que quand ils produisent, je ne sais pas, moi, n'importe quel objet ou quel logiciel ou autre qui fait partie de notre quotidien, leur marché de consommation intérieure immédiat est certainement l'un des plus puissants, plus grands et plus nombreux du monde. Et non seulement ils ont un marché intérieur colossal avec une capacité de consommation colossale, mais en plus, quand ils défendent leurs intérêts en la matière, ils parlent d'une seule voix, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Bien souvent, alors que l'Europe est fondamentalement la première puissance économique et commerciale du monde, l'Europe à 27, elle ne l'est pas dans la production de la norme parce que très souvent les Européens parlent en ordre dispersé, chacun défendant son précaré, ses produits et sa production éventuelle de normes, ce qui évidemment les affaiblit face aux mastodontes américains. Monsieur Musso évoquait également la puissance du dollar. Quand on sait, et tout le monde le sait, que les transactions financières internationales, elles sont en dollars, elles ont lieu en dollars, cela donne non seulement à la monnaie américaine, mais aux banques américaines, une puissance absolument colossale. Et je sais qu'on reviendra plus tard sur la question de l'extraterritorialité des lois américaines, notamment en matière financière. Et là aussi, ça n'est pas produit parce que ce serait légitime sur le plan du droit, mais c'est possible parce que les Américains ont cette position dominante en matière financière, en matière de monnaie, et donc la capacité d'imposer certaines normes, certaines lois, parfois, sur les transactions commerciales et financières, alors que d'autres États ne pourraient pas le faire. Et c'est d'ailleurs frappant que, par exemple, et je sais qu'on y reviendra sur la question d'imposer des lois extraterritoriales sur la capacité des États ou des entreprises à faire des commerces et des investissements avec tel ou tel pays. Et les États-Unis, en général, ne cherchent pas à le justifier au nom du droit. Ils ne disent pas c'est une norme internationale, nous avons le droit d'imposer tel ou tel comportement ou au contraire de sanctionner tel ou tel comportement. Ils le sanctionnent au nom de l'intérêt général. Et voilà, parce que ça serait mieux pour l'ensemble du monde et pour l'ensemble des partenaires des États-Unis en particulier, d'agir de telle ou telle façon. Notamment, ça nous ramène à la question de l'exceptionnalisme américain. Le fait que les États-Unis se présentent comme une nation exceptionnelle, avec une mission exceptionnelle. Vous savez, la liberté éclairant le monde, le phare dans la nuit, ce que Monsieur Musso évoquait comme cet imaginaire européen qui se serait développé sur les terres de l'Amérique pour produire une nation destinée à, au fond, conduire le progrès et donner l'exemple, la fameuse cité sur la colline que les puritains voulaient rêver en tout cas d'instituer. C'est cette notion d'être une nation exceptionnelle qui renforce la conviction américaine qu'ils ont le droit, eux, d'avoir des droits que d'autres n'ont pas, et notamment à réguler ou à imposer certains comportements sur le plan politique et financier. Je rajouterai à ça que vis-à-vis de l'Europe en particulier, cette attitude dominante, elle est renforcée par un fait qui est incontestable, c'est que les Américains sont absolument cruciaux dans la protection de la sécurité européenne. Et vous savez que je suis à moitié américaine, j'ai vécu là-bas plus de la moitié de ma vie. Il est évident qu'aux États-Unis, on se dit, bon, quand même, si les Européens sont en sécurité, c'est essentiellement grâce à nous, donc ça nous donne quand même le privilège
de leur dire que faire ou que ne pas faire dans certaines circonstances, même si juridiquement, ça n'est pas totalement au carré. Et je terminerai sur un dernier point avant d'avoir le privilège d'entendre vos autres interlocuteurs. C'est cette question, après le droit, après la puissance économique, même si tout cela est lié, de la force du rêve américain. Si les États-Unis ont réussi à prendre autant de place dans l'imaginaire international, ça n'est pas seulement, même si ça en partie, à cause de leur force commerciale et de leur force économique et de leur capacité à produire des contenus avec Hollywood et des algorithmes qui formatent de plus en plus nos points de vue de manière même qui est très inquiétante, c'est que c'est quand même fondé sur cette notion très simple et très forte qu'on appelle le rêve américain. Et le rêve américain, en gros, c'est ce qui a été défini par Thomas Jefferson. Au fond, je reviens à l'histoire même un peu avant Tocqueville sur la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et il y a dans cette formule, la vie, la liberté et la recherche du bonheur, une telle force. On peut l'interpréter de 1000 manières, mais ça résume très simplement des aspirations qui sont certainement au cœur de la plupart des êtres humains. Et c'est la capacité à avoir défini cela et ensuite à l'avoir réinterprété de bonne et de mauvaise manière au fil du temps qui fonde également, alors là de manière peut-être plus philosophique qu'économique, cette capacité des États-Unis à produire la norme. Merci Nicole Bacharon, on peut l'applaudir. Finalement, vous nous décrivez tous les deux de manière chirurgicale cette douce tyrannie que décrivait mon ami Tocqueville dans ses livres, mais de manière assez attrayante. Alors cet exceptionnalisme dont nous a parlé Nicole Bacharon, monsieur le sénateur, eh bien, ça s'exerce, ce « because they can ». Yes, we can, le slogan de Barack Obama, ce slogan assez incroyable, cette campagne assez incroyable. On trouve ça joli, mais finalement, on devrait s'en inquiéter. Cet exceptionnalisme, eh bien, il s'exerce de manière assez effrayante. Et pour nos amis qui sont là dans la salle, de manière assez quotidienne, si vous investissez dans des entreprises qui commercent à l'international, elles peuvent être menacées par quelque chose que vous avez énormément traité dans plusieurs rapports, qui s'appelle l'extraterritorialité des droits, des lois, mais aussi des sanctions. Est-ce que vous pouvez nous décrire avec force exemple, parce que beaucoup d'entreprises que nous connaissons ont été eh bien, certes menacées, mais quasiment mises à bas. Racontez-nous tout ça, vous qui êtes législateur. Alors, bonjour mesdames, messieurs, vous étiez il y a quelques secondes dans le rêve, je crains de ne vous ramener dans les réalités. Alors, est-ce que les États-Unis ont le monopole de la production de la norme? Oui, alors peut-être pas sous forme de monopole, mais en tout cas en termes de prépondérance. Et est-ce qu'il s'agit là d'une atteinte à la souveraineté européenne, thème fortement traité ce matin pour ceux qui ont le plaisir de suivre les tables rondes? Bien sûr, oui. Cela traduit un rapport de force. Qu'est-ce que c'est que l'extraterritorialité? C'est l'idée qu'une entreprise française, pour ceux qui étaient là ce matin, l'entreprise de M. Martin, qui a pris son exemple, là où est aujourd'hui à l'instant présent M. Moss, le fait qu'une entreprise française doit appliquer une norme américaine qui est le reflet de la politique des États-Unis, de leur politique étrangère, qui a été décidée par eux et en fonction de leurs seuls intérêts, et qui, par le biais de l'extraterritorialité, finalement, on arrive à ce que la politique étrangère des États-Unis devient la politique étrangère de nos entreprises. Alors, est-ce que tout est noir? Est-ce qu'on doit avoir une appréciation manichéenne de ce sujet? Probablement pas, et le regard a évolué. Il a évolué à plusieurs niveaux. Un premier niveau, il faut bien admettre que, reflet de cette histoire puritaine des États-Unis, et après des difficultés qu'ils ont rencontrées plus tôt que nous,
Il y a tout un volet du dispositif extraterritorial américain qui porte sur ce que j'appellerais la lutte contre la corruption. Et il faut bien admettre que l'application de ces dispositions en Europe et en France a permis une évolution favorable. Imaginez qu'encore à la fin des années 90, ce n'est quand même pas si loin de ça, disons il y a 20 ans, 22 ans, une entreprise française pouvait intégrer dans ses charges et déduire de ses impôts le montant de ce qu'elle payait à un agent étranger, qui soit étatique ou non, à titre de corruption, pour acheter des produits français. Vous voyez combien en un quart de siècle, les esprits ont évolué. Donc sur tout ce volet anticorruption des dispositions américaines, il me semble qu'il y a aujourd'hui un consensus. Autre élément d'évolution par rapport à l'extraterritorialité, mais comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous faisons tous de l'extraterritorialité. Et l'Europe fait, pour ne pas dire abuse de l'extraterritorialité. Je dis fait, je retire immédiatement abuse. Nous l'avons fait et nous le faisons à côté des Américains à l'égard de l'Iran, mais nous le faisons, alors, j'allais dire quotidiennement, avec, dans les titres de vos journaux télévisés, dans le cas de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que c'est que sont les sanctions contre la Russie? C'est de l'extraterritorialité, c'est-à-dire de sanctionner au regard de nos intérêts des entités russes, des Russes pris nominativement, ce que nous appelons des sanctions primaires, ou de sanctionner ce que nous appelons des sanctions secondaires, des entreprises chinoises ou turques qui voudraient travailler avec les Russes et qui se trouvent interdire de le faire parce que nous avons décidé que c'était contraire à nos intérêts, qui acceptent nos positions parce que le marché américain ou le marché européen est trop important pour nous. Donc nous faisons tous d'une certaine manière de l'extraterritorialité. Il faut aussi admettre que par rapport aux dispositions extraterritoriales américaines, j'y reviendrai peut-être, je ne voudrais pas être trop technique, nous avons à peu près tout essayé et il n'y a aucune disposition qui marche. Il y a une vieille loi dite 1968, il y a un règlement européen de 1996, je fais bref, rien ne fonctionne. Et donc on revient aux sujets qui ont été évoqués ce matin. Finalement, la relation avec les États-Unis, comment on la gère? Est-ce que c'est par la coopération ou par du rapport de force? Vous vous souvenez de l'intervention du président de l'Ouest de France tout à l'heure sur ce thème. La réponse est bien sûr la coopération. Alors, est-ce faire preuve à cet égard de naïveté? Pas forcément. Curieusement, la coopération fonctionne. Alors, vous pouvez me dire, cher monsieur Bencarrère, non, vous nous racontez des histoires, des carabistouilles. Regardez ce qui s'est passé pour la BNP, pour la Société Générale, avec Alstom, avec des amendes considérables, c'est vrai. Mais je peux aussi vous dire que dans les décisions plus récentes, dans lesquelles notre pays s'est placé en situation de coopération, en disant aux Américains, vous nous dites qu'une entreprise française a fait ceci ou cela, qui n'est pas conforme aux bonnes règles, etc. Mais on va le regarder ensemble, on va le travailler ensemble. Et vous avez un exemple qui est énorme, qui est l'exemple d'Airbus. Airbus a été pris sur des situations, sur ces modes de commercialisation qui l'ont mis en difficulté, avec des enquêtes. Son PDG allemand a démissionné, etc. Boeing était au fond du trou avec les problèmes de production qui étaient les siens à la suite de l'accident de son avion Leader. Nous pensions tous que ce contentieux Airbus allait donner la main aux Américains pour sortir de la suprématie d'Airbus. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Grâce à la coopération, Airbus a été condamné à 3,6 milliards d'amendes. Mais sur ces 3,6 milliards d'amendes de dollars, 2,1 ont été payés à notre propre pays parce qu'un machin qui s'appelle le Parquet national et financier a mené l'enquête aux côtés du fameux DOJ, le département de la justice américain, DOJ, ou de l'OFAC, et que les Américains ayant considéré que le travail ayant été fait sérieusement,
Eh bien, la France ayant démontré sa capacité à agir là-dessus, eh bien, on se partageait le résultat de ces amendes. Et Airbus a pu poursuivre ses relations tout à fait normalement et continuer à vendre aux compagnies américaines. Peut-être vous dire aussi, mais j'y reviendrai probablement si des questions sont posées, sur le fait que tous ces sujets sont très connus de l'Union européenne et qu'il y a un travail qui est préparé sur ce que nous appelons des instruments anti-coercition. Vous dire également que si nous avons des difficultés d'extraterritorialité que je viens d'évoquer très rapidement, et si nous nous posons la question d'une atteinte à la souveraineté ou pas, c'est assez largement lié au fait que nous n'avons pas d'outils d'arbitrage. La difficulté que connaît aujourd'hui le monde occidental dans ces rapports de force, qu'il ait des rapports de force, c'est logique, mais à un moment donné, il faut les réguler. C'est ce qu'on appelle plus ou moins le multilatéralisme. Et en matière économique, l'outil qui avait été créé après-guerre, ce sont les accords commerciaux, les accords du GATT et la grande juridiction mondiale que devait être l'OMC. Et force est de reconnaître que les États-Unis nous privent aujourd'hui de cet outil. Ils n'ont pas renouvelé. Il y a des systèmes de désignation de magistrats. Ils se sont opposés au renouvellement. Et aujourd'hui, il n'y a plus, pour aller à l'essentiel, assez de juges pour constituer ce qu'on appelle un panel, ce qui veut dire que l'OMC ne fonctionne plus. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour les Européens et au sein de CIP pour les Français, c'est faute d'OMC, trouver des éléments de régulation avec les Américains. Je viens de vous en décrire quelques-uns à travers la réflexion de l'Union européenne. Il y en a d'autres que j'espère pouvoir vous développer si notre modérateur le veut bien tout à l'heure et probablement en réponse à des questions, plutôt sur des logiques de convergence des règles. Et il y a actuellement un effort considérable qui est fait par l'Europe pour apporter des réponses à des questions qui sont posées aux Américains comme à nous-mêmes, pour finalement non pas avoir une norme commune, mais avoir une norme européenne qui soit suffisamment proche de celle des Américains pour qu'elle n'entraîne pas de conflit, que pour quelque part nous portions cette convergence de manière commune. Merci, monsieur le sénateur. Pierre Musso nous parlait d'amour du censeur. Et finalement, vous avez donné une explication assez claire dans cette coopération qu'on est bien forcé de mettre en place. Vos points se complètent. Alors Didier Mauss, écoutez, est-ce que vous êtes au courant que la France a peur? Vous vous souvenez de cette phrase du présentateur Roger Giquel? La France a peur non pas parce que des rodéos urbains se font parfois peut-être dans les rues de Saint-Raphaël ou par le refus d'obtempérer. La France a peur parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine, a pris une décision qui enflamme les opinions publiques et nous craignons de remettre en question un des fondements de cette République moderne. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu en détail par l'intermédiaire de cette tête d'épingle qui a affolé tout le monde et que ce qu'on a pu appeler le risque de voir supprimer la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse et nous parler un peu de droit constitutionnel américain? Oui, bon, vaste question. Ça marche là, oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'en venir à votre question, je voudrais répondre à la question générale. Les États-Unis ont-ils le monopole de la production de la norme? Bon. Et le sénateur Bonnecarrère vient de dire largement oui dans certains domaines. Bon, moi, je vais aller plus loin, mais à l'inverse, je vais vous dire non. Parce que, d'abord, on est incapable de mesurer le nombre de normes. Et donc, pour dire qu'ils ont le monopole de l'édiction des normes, il faudrait que l'on ait un référentiel parfaitement clair. Or, on ne l'a pas. Et il y a un certain nombre de domaines, je vais y venir, où les Américains, les États-Unis n'ont absolument pas le monopole. Mais 2-3 anecdotes pour illustrer ce débat absolument passionnant sur les États-Unis et les normes, et où les États-Unis aient le pouvoir de domination des normes. D'abord, pour aller dans le sens de ce que disait Pierre Musso, qu'est-ce que sont les normes? Et là, j'ai été très frappé il y a quelques années. J'étais invité à parler de Constitution dans une école primaire devant une classe de CM2, c'est-à-dire des gosses de 10 ans à peu près. Hein. Bon.
Alors, je m'attendais à beaucoup de choses, mais absolument pas à ce qui allait se passer. L'institutrice me planque sur l'estrade, comme ça. Elle ne fait aucune introduction. Bon, ça m'a un peu étonné. Et puis, je vois des mains se lever. Bon. Alors, j'aperçois une charmante blondinette. Je lui donne la parole. Bon. Et elle me dit, première question, depuis quand fait-on des lois? Depuis quand fait-on des lois? Alors, on peut s'attendre à beaucoup de choses quand on prépare une intervention, surtout devant des enfants, mais certainement pas à la question « Depuis quand fait-on des lois ?» Et la réponse qui m'est venue tout de suite, évidemment, est « Depuis toujours ». Et ça rejoint ce que disait Pierre Musso, on ne peut pas vivre sans normes, quel que soit le domaine. On a besoin de règles, et que ces règles s'appellent des normes, des lois, des constitutions, des décrets, des arrêtés, des délibérations, des codes de déontologie. Vous pouvez avoir X formules, on ne peut pas vivre sans. Et donc, je prends cet exemple simplement pour souligner la force du concept de norme. Un enfant, une fillette de 10 ans, se pose la question, depuis quand en réalité fait-on des lois pour nous encadrer? Et il a fallu que j'attende, je ne sais pas, 20 ou 25 minutes pour que quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Mais là, je ne vais pas venir là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Deuxième exemple extraordinairement frappant, et là on se rattache aux États-Unis. Et à ce que disait Madame Bacharan, qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est la bonne conscience américaine dans un certain nombre de domaines. C'est le prolongement du rêve. J'ai fait partie, je ne sais plus très bien quand, d'un comité international qui était censé aider le gouvernement érythréen à élaborer sa nouvelle constitution. Bon. Extrêmement intéressant, sympathique, les gens étaient tout à fait bien. Et un jour, on se réunit pendant 3 jours en Allemagne, parce qu'il y avait une fondation américaine qui finançait l'affaire, une fondation allemande, pardon, qui finançait l'affaire. Bon, et chacun arrive avec ses exemples. Sur chaque cas concret, on disait, voilà ce qui se passe dans mon pays, etc. Bon, moi, j'étais arrivé avec un stock d'une trentaine de constitutions que j'avais publiées. Et donc, je leur dis, voilà comment ça se passe en France, mais voilà comment ça se passe dans tel et tel pays, des pays non représentés autour de la table, parce que je n'allais pas parler des pays qui étaient autour de la table. Et à une pause, le président de ce groupe, qui est un Américain, dont j'ai oublié le nom, mais extrêmement sympathique et actif, vient me voir et il me dit, Didier, comment vous faites pour parler d'autres pays que le vôtre? C'est quand même extraordinaire. Hein, ça l'étonnait que je puisse évoquer d'autres pays que la France de la Ve République. Bon, je lui ai dit, c'est pas très compliqué. D'abord, j'ai beaucoup voyagé. Le droit comparé m'intéresse. Et voilà. Mais ça l'étonnait énormément. Et ça, je vais en venir à la Cour suprême. Et c'est la troisième anecdote là-dessus. J'ai eu l'occasion de faire un jour un rapport sur ce qu'on appelle la circulation des jurisprudences entre les cours constitutionnelles, Cour suprême, etc., pour un rapport pour une conférence mondiale des cours constitutionnelles. Un gros travail, tout à fait passionnant. Et alors, j'en tire simplement une anecdote. Lorsque nous avons un problème difficile en Europe, soit une Cour nationale, soit la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui nous arrive une fois de temps en temps, hein, bon, systématiquement, il y aura une recherche pour chercher qu'est-ce que la Cour suprême américaine a pu dire sur le sujet, systématiquement. Mais si vous posez la même question à un juge américain un peu conservateur, à l'époque c'était le juge Scalia, il vous dit on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce que la Cour européenne des droits de l'homme peut dire sur tel ou tel sujet, parce que ce n'est pas notre problème. C'est quand même tout à fait étonnant, parce que je dirais, il y a des questions de droit, on va venir sur l'avortement, mais qui sont exactement les mêmes, et on est quand même dans le même référentiel culturel, politique. Bon, historique, ça peut se discuter, mais en tout cas, les États-Unis sont les enfants d'une culture européenne, mais non, ça ne les intéresse pas de savoir ce que la Cour européenne ou le tribunal constitutionnel allemand peut dire. Alors, j'en viens à votre affaire de l'avortement. Il faut bien voir ce qu'a été le problème et les réactions surdimensionnées, honnêtement, que nous avons eues en France. Et rassurez-nous surtout, Monsieur Mauss, rassurez-nous, nous ne sommes pas... Non, on n'est pas du tout menacé par ça. Parce qu'en réalité, il y a un élément du système américain que nous connaissons très mal ici, très très mal. C'est le système fédéral.
nous sommes incapables en France de comprendre ce que signifie un système fédéral, voir les choses comme elles sont. On ne le connaît qu'à travers les séries B sur le droit de se marier à Las Vegas, qui est différent de ce qui est ailleurs, ou les problèmes des crimes qui sont traités au niveau de chaque État. Mais il faut partir du principe qu'aux États-Unis, il y a 50 lois différentes. Et il y avait 50 lois sur l'avortement. Ou loi ou pas loi, mais il y a 50 normes, disons. Parce que qu'il y ait une loi que j'en ai pas, ça revient au même. Et la Cour suprême, jusqu'à présent, avait dit on ne peut pas interdire l'avortement, il y a un droit constitutionnel garanti. Et ce qu'elle a dit dans sa décision de fin juin, c'est en réalité qu'on renvoyait la possibilité de légiférer sur l'avortement à chacun des 50 États. Donc il y a des États où ça sera possible, il y a des États où ça ne sera pas possible. Et dans les États où ça ne sera pas possible, on ne pourra plus invoquer l'inconstitutionnalité de la loi. Mais c'est une situation complètement différente de la nôtre. Le Conseil constitutionnel français, dans une décision de janvier 1975, a clairement dit que l'avortement est parfaitement conforme, en tout cas compatible, avec la Constitution française. Et donc, je dirais, cette hypothèse qu'il pourrait y avoir un revirement de jurisprudence en France est inconcevable. Il faudrait d'abord modifier la Constitution, ce qui n'est quand même pas une affaire simple, et il faudrait ensuite que l'on fasse une loi sur le sujet. Bon, alors même si dans les pires scénarios, c'est pas pour demain, et on compte évidemment sur la sagesse du Sénat pour bloquer ce genre de choses. Bon, de plus, nous sommes dans le système de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pour nous la super Cour suprême. Alors, on pourrait multiplier les exemples, mais le temps passe un tout petit peu vite. Je vais quand même en revenir au fond du sujet. Dans le droit du business, il est évident que les États-Unis ont une position dominante, parce que quand vous voulez négocier un contrat avec une entreprise américaine, eh bien, elle vous dit, vous mettez ça, ou sinon je ne signe pas. Bon, avec ça, c'est un rapport de force, hein, ça a été dit très bien par les uns et par les autres. En matière de business, le rapport de force est important. Mais dans le domaine politique, dans le domaine constitutionnel, ce n'est pas du tout le cas. Bon. Lorsqu'il y a, dans la décennie 90, hein, entre 90 et 95, 96, lorsque nous avons tous été des pèlerins constitutionnels et qu'on a participé à des travaux, je ne dis pas à l'écriture, mais à des réflexions sur les constitutions de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale. Il s'est posé toute une série de questions. Et aucun de ces pays, aucun, malgré les efforts des Américains, n'a pris le modèle américain. Aucun. Le modèle de droit commun des nouvelles démocraties, ils étaient une dizaine, dans la décennie 90, c'est le modèle parlementaire anglais matiné allemand. Parce que comme on ne pouvait pas exporter la reine d'Angleterre, on l'a pris dans la version allemande, c'est-à-dire un régime parlementaire classique, bon, avec responsabilité du gouvernement, un chef d'État qui ne fait pas grand-chose, etc. Bon, mais je me souviens très bien d'un Américain, d'un de nos collègues américains, qui se baladait de pays en pays, avec dans sa poche un catalogue de constitutions qu'il vendait. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait fait de bonnes affaires, hein, parce que je ne connais aucun pays, bon, que ce soit la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, les Baltes, etc., qui a été tenté par le système présidentiel américain. Aucun. Pour des raisons d'ailleurs à la fois historiques et géographiques. Hein. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Une constitution, ce n'est pas quelque chose qui sort de ex nihilo. Hein. Bon. Mais de même, j'allais dire, nous avons, nous, du mal à comprendre le système américain. Regardez les histoires que nous avons à chaque fois, à chaque élection présidentielle américaine, sur les modalités de vote américaines, qui nous paraissent totalement anachroniques. Il faut dire les choses comme elles sont, totalement. Et là, les Américains nous disent, mais enfin, occupez-vous de vos affaires, nous, on y tient énormément, et il n'est pas question qu'on change la moindre chose. Est-ce que vous imaginez en France que l'on peut commencer à voter pour une élection présidentielle 15 jours à 3 semaines avant la date officielle, alors que la campagne électorale n'est absolument pas terminée, et notamment que le dernier débat entre les candidats n'a pas eu lieu? Vous imaginez? Moi, pas. Je ne vois pas comment on pourrait faire. On a déjà eu beaucoup de mal à faire en sorte qu'on vote 24 heures à l'avance dans l'outre-mer pour des raisons de décalage horaire. Bon, c'est inimaginable pour nous. Et c'est ça une des difficultés. Alors je termine sur un exemple qui est un des plus significatifs qu'on puisse avoir de ce décalage entre
notre vieux monde et les États-Unis et le décalage culturel qui est important. C'est le cas de Guantanamo, cette prison américaine située dans l'enclave américaine à Cuba. Bon. Ce système est étonnant. Les Américains ont dit on met là, on arrête un certain nombre de gens, bon, on les met là. Ils n'ont aucun statut. Aucun. On les garde, on les libère petit à petit. Obama voulait fermer Guantanamo, il n'y est pas arrivé. Mais ils ne répondent pas de la loi américaine, ils ne répondent pas d'une autre loi. Ce sont des gens sans statut. Et quand on en discutait avec nos amis américains, ah ben oui, c'est comme ça. Alors il y avait une partie de la doctrine qui disait c'est scandaleux, l'autre qui disait bah, oui, c'est pas grave, bon, ça n'a aucune importance. Et bien ça ne pouvait pas se passer en Europe. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme là serait intervenue, et toute personne en Europe, enfin en Europe, même hors Europe, et là c'est l'extraterritorialité qui joue, toute personne qui est sous le contrôle d'une autorité publique, membre de la Convention européenne des droits de l'homme, a droit aux garanties de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous arrêtez, l'armée française arrête quelqu'un en Côte d'Ivoire, le bonhomme peut se prévaloir de la Convention européenne des droits de l'homme et porter son cas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, les États-Unis, zéro. Voilà. Alors, dire qu'il y a un monopole de la norme, on pourrait, je vais finir là-dessus, il est évident qu'on ne poserait pas la question pour un autre ensemble politico-géographique. Personne ne vous posera la question, est-ce que la Chine a le monopole de la norme? Est-ce que l'Europe a le monopole de la norme? Donc en réalité, on peut ne le poser que pour les États-Unis, ce qui est un signe de leur force. Mais la réponse, en tout cas vue du droit global, c'est un monopole partiel. Et comme j'ai fait du droit de la concurrence à une époque de ma vie et que j'adore ça, tout monopole est dangereux. Et je termine là-dessus. Merci Didier Mauss. Alors, cher public, vous l'avez bien compris, je vais me mettre à côté de Monsieur Musso parce que c'est le seul qui m'a à peu près rassuré. Hein. Je ne sais pas vous, mais je suis à peu près déprimé. Qui est déprimé? Vous êtes, madame? Je suis sûr qu'on est plusieurs. Alors, cher public, on va vous solliciter si vous avez des questions. Juste avant, j'aimerais, moi, vous dire, et très rapidement, pour qu'on laisse la place à la parole de nos amis, et l'Europe dans tout ça. Est-ce que voir la Commission européenne se rapprocher des Américains pour créer un peu une espèce de front de la démocratie face à un autre adversaire géopolitique qui est la Chine, est-ce que vous aspirez à ça? Est-ce que vous y croyez? Et puis peut-être pour Madame Bacharan, est-ce que la récente conférence de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui promettait la création d'une autre hégémonie normative, est-ce que vous y croyez? Alors, assez rapidement, pardon d'être un peu injonctif pour qu'ensuite les gens préparent leurs questions et vous les posent avant de terminer. L'Europe dans tout ça. Sénateur, professeur? Vous posez la question de savoir comment l'Union européenne se positionne et si elle a des motifs de rechercher des accords avec les États-Unis d'Amérique. La réponse à cette dernière question est bien sûr oui. Comment elle le fait? L'Europe n'aime pas le conflit, même si la situation géopolitique de ce jour nous conduit à devoir assumer des conflits. Mais structurellement, ce n'est pas l'approche européenne. Et au sein de l'Europe, nos voisins scandinaves ou nos voisins allemands ont horreur de toute hypothèse de conflit avec les États-Unis. Et donc, ils sont plutôt dans l'idée de raisonner, si je puis me permettre, comme les Américains. Et le concept qui est aujourd'hui très en vogue, c'est loyal, déloyal, fair, unfair. Si vous avez écouté Michel Barnier vous parler du traité sur le Brexit, il vous a dit grosso modo que dans les centaines de pages de ce traité, il y avait la réponse à ce qui était loyal et ce qui n'était pas déloyal. C'est ce critère. Et c'est ce critère que l'Union européenne, plutôt que de rentrer en conflit avec les États-Unis en disant aux États-Unis « non, tu ne feras pas », là où les États-Unis considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre sur le fait qu'ils ont la capacité de faire, l'Europe dit « ça, chers amis américains, ce n'est pas loyal ». Et donc, toute l'approche de l'Union européenne et tout le dispositif dit d'anti-coercition, je m'excuse d'employer les termes technocratiques made in Bruxelles, est basé sur l'idée finalement d'une loyauté de la concurrence. Et si une entreprise américaine
par le biais de dispositions de droit interne, de dispositions extraterritoriales, se trouve dans une situation plus favorable qu'une société européenne, elle doit pouvoir être interdite d'investissement direct en Europe ou elle doit pouvoir être écartée de marché public européen. Voilà comment raisonne l'Union européenne en jouant sur l'importance de son marché, le premier du monde, et sur les dispositions d'une concurrence loyale. Le deuxième volet du travail de l'Union européenne, probablement le plus important aujourd'hui, celui qui, en tout cas à mon sens, aura le plus de conséquences, c'est ce que j'appelais le travail de convergence. Alors, il n'y a pas deux systèmes juridiques qui essaient de converger. Ce n'est pas ça ce que je dis. Mais il y a l'idée que nos deux sociétés, qui sont quand même assez proches culturellement, sont confrontées à des problèmes identiques. Je vais en énoncer deux ou trois. Le fonctionnement des plateformes et le problème des contenus sur les plateformes. C'est un sujet pour nous, Européens, c'est un sujet pour les Américains. Donc quand l'Europe met en place ce qu'elle vient de faire, une directive sur le contrôle des contenus ou ce qu'elle impose aux plateformes, avec des sortes de présomptions aussi d'abus de position dominante, etc., elle répond de manière européenne à des sujets qui se posent aussi aux États-Unis, en considérant que la régulation, quelque part, mise en place en Europe, a quelques chances d'être retenue aussi par les Américains. Deuxième exemple, ce qu'on appelle l'obligation de vigilance. Le fait qu'une entreprise doit faire attention au fait que telle ou telle de ses filiales, en Birmanie ou ce que vous voudrez, là où vous imaginerez, ne commet pas des énormités ou ne fait pas travailler des Ouïghours ou ne fait pas travailler des enfants. Ce devoir de vigilance, qui est aujourd'hui intégré dans une législation française et qui va être intégré dans une directive européenne un peu moins protectrice, comme d'habitude les Français font au-delà, vous avez aujourd'hui la même réflexion qui est en cours aux États-Unis. Donc chacun répond à sa manière, mais le fait qu'on arrive à avoir des objectifs communs où nous sommes amenés à répondre dans des évolutions de société comparables, on a quand même une sorte de convergence qui apparaît, qui donne tout son sens à la logique de loyauté ou de non-loyauté. La société américaine est une société puritaine par définition. L'esprit protestant y est extrêmement présent. Pour nous, Français, ce ne sont pas les mêmes logiques, mais c'est en tout cas la manière avec laquelle l'Union européenne approche ces éléments. Et si vous m'autorisez un dernier élément, sur ces questions extraterritoriales et sur ces questions de monopole, ou le fait de dire tel pays va appliquer à d'autres habitants, à d'autres ressortissants que les siens, les règles, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être manichéen. J'ai pris comme exemple la Russie, en vous disant que la France ou l'Europe fait de l'extraterritorialité, comme l'ont fait les Américains avec les Iraniens. En plus, on le fait ensemble avec les Russes. Mais je vais prendre un autre exemple. Je ne vais pas aller sur le terrain de l'anecdote, mais ça peut y ressembler. Imaginez que nous soyons en ce début d'après-midi, non pas dans la Cité des débats, dans un congrès organisé par la RPP, mais que nous soyons au congrès d'écologie Les Verts. Je suis à la fin de mon intervention, je vois bien que je n'ai pas trop convaincu mon public. Si je veux terminer par des applaudissements, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que si demain nous sommes au pouvoir, nous allons enfin appliquer de manière beaucoup plus stricte la législation française sur les biens mal acquis et nous allons pourchasser les potentats africains ou d'Amérique latine ou de ce que vous voudrez, ou M. Rifat al-Assad, pour les mauvaises choses qu'ils ont fait dans leur pays. Typiquement, la législation française sur les biens mal acquis est une législation extraterritoriale, puisqu'elle s'applique à des non-nationaux français pour des faits qui ont été commis en dehors du territoire français. Et si vous voulez que les applaudissements redoublent dans ce congrès des écologistes, je vous dirai la main sur le cœur que le premier objectif d'un gouvernement écologiste dans notre pays, ça sera de créer le crime ou le délit, chacun a son appréciation là-dessus, d'écocide. C'est-à-dire de considérer que la planète, c'est un bien commun
et que si il y a de la déforestation de l'Amazonie au Brésil, c'est un crime contre l'humanité et c'est un crime en France. Ou si les travaux de telle ou telle entreprise d'exploration en Birmanie, mais il y a là-dessus un exemple précis avec une société française qui est incriminée, sont à l'origine d'une pollution considérable, eh bien, c'est un crime que nous aurions, nous, Français, le droit de réprimer parce qu'on considère que ça nature. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'écocide que l'on a réussi à éviter jusqu'à ce jour, mais qui n'est pas... On n'a pas trop le temps, monsieur le sénateur. Je vais être obligé de vous couper la parole. Écoutez, vous avez compris en tout cas qu'il y avait l'extraterritorialité partout. Merci. Et que même les Européens en font. Est-ce qu'il y a une dimension, Pierre Musso, européenne, l'européanisation, l'européanité, création des imaginaires au niveau européen? Est-ce que vous y croyez? Vous n'aviez pas l'air de beaucoup y croire dans votre propos. Quelles seraient les perspectives? Très rapidement, pardon. Je crois que l'Europe, justement, n'a pas fait ce travail. Ce qu'avait dit d'ailleurs Monet, il aurait fallu commencer par la culture. C'est une ancienne, mais qui est valide. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un vrai travail sur les imaginaires européens pour construire l'Europe. Et on le voit dans différents domaines. On a plutôt une guerre fratricide entre pays européens. Dans certains domaines, notamment, je vais prendre des exemples concrets pour satisfaire le sénateur, en matière de politique industrielle, on voit bien qu'on aurait pu faire des coopérations européennes multiples, comme elles ont pu être faites partiellement avec l'aéronautique ou l'aérospatiale, et avoir là une force aussi bien par rapport à la Chine que par rapport aux États-Unis. Donc dans les domaines stratégiques, par exemple, l'informatique, l'Europe, on le voit de façon dramatique sur les puces électroniques, n'a plus de compétences fortes. Pourquoi? Moi, avec mes étudiants des mines, je suis allé faire le tour à une époque des commissaires à Bruxelles. Je tombe sur un commissaire britannique qui me dit, je lui dis quelle est la politique industrielle de l'Europe. Il me dit, monsieur, la discussion s'arrête parce que c'est un gros mot. Ici, c'est la concurrence libre et non faussée. Donc, évidemment que la compétence industrielle par rapport à la Chine et aux États-Unis, dans un contexte de guerre fratricide à l'intérieur de l'Europe, ne peut pas fonctionner. Et pour ma part, je pense qu'il y a un axe qui n'est pas vu du tout, ce sont les axes nord-sud. L'Europe avec les pays de la Méditerranée et l'Afrique, qui est le continent qui a la plus forte démographie et donc la plus forte prospective, eh bien, devrait faire cette grande alliance verticale, comme les États-Unis l'ont fait avec l'Amérique latine ou la Chine avec les pays voisins, plutôt que de faire régénérer une sorte de guerre froide dans laquelle l'Europe devrait être embarquée avec les États-Unis versus la Chine et ses alliés. Et finalement, c'est comment on conçoit la mondialisation. Est-ce que la mondialisation, c'est la globalisation, comme le défendent un certain nombre de grandes firmes, ou est-ce que c'est le concert des nations et le concert des civilisations? Nous avons fait collectivement avec mon amie Samantha Besson, qui est au Collège de France, un bouquin qui s'appelle « Concerter les civilisations ». Et c'est ça la perspective, me semble-t-il, plutôt que d'essayer de relancer soit de maintenir les guerres fratricides, soit de relancer des guerres froides. Merci. Nicole Bacharan, est-ce que vous croyez à cette capacité de l'Europe, alors que les États-Unis ne signent aucun accord international quasiment? Est-ce que vous croyez à cette capacité de l'Europe ou à cette organisation de la coopération de Shanghai de créer une nouvelle hégémonie normative? Alors, en ce qui concerne l'Europe, je rejoins ce que disait le sénateur Bonnecarrère, la capacité à créer, à proposer, à diffuser ou à défendre des normes. Elle ne peut se faire réellement qu'en coopération avec les États-Unis. En coopération, ça ne veut pas dire en soumission, ça veut dire dans un travail commun. Et il nous a donné quelques exemples tout à fait significatifs où les Européens n'ont pas perdu ni leur âme ni leurs intérêts à coopérer avec les États-Unis, parce qu'il y a quand même entre ces deux sociétés américaines et européennes des points de convergence à la fois culturels et politiques et économiques qui ne sont pas négligeables. L'organisation de coopération de Shanghai, c'est tout autre chose. Je ne le définirais pas comme
un groupe capable de proposer une alternative en matière de normes. L'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une menace. C'est une menace pour les sociétés libres. Les membres de cette organisation qui est toute nouvelle, c'est la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et des républiques d'Asie centrale. Alors l'Inde, ça peut paraître surprenant de les mettre comme ça, tout en vrac, si j'ose dire, avec un groupe de pays essentiellement menaçants. Mais il faut rappeler que l'Inde fait aussi partie de l'autre organisation, en quelque sorte, de coopération, le Quad, où là, ils rejoignent les États-Unis, le Japon et l'Australie pour les pays orientés vers l'Asie-Pacifique. Donc l'organisation de Shanghai, c'est une machine de guerre contre l'intérêt, non seulement les intérêts occidentaux, mais les intérêts des sociétés libres. Et on voit que c'est là, par exemple, que se négocie ou se mesure des rapports de force entre la Chine et la Russie ayant quelques risques en ce moment, en fait, de devenir le vassal de la Chine, parce qu'ils ont juste trop besoin de l'appui chinois. Donc il faut espérer que la capacité européenne et américaine conjointe à défendre une certaine vision de la société, de la politique et des droits individuels soit celle qui prévale. Merci Nicole Bacharan. Et la nouvelle hégémonie normative a été un des principes qui a été évoqué par cette organisation dernièrement en Ouzbékistan. Vos questions, avec plaisir, j'imagine que vous en avez de très pertinentes, intéressantes. Mademoiselle ? Bonjour. Si vous pouvez juste vous présenter. Marie Salomon, étudiante à HEIP, l'école partenaire pour l'événement. Depuis des années, la Chine et les États-Unis se chamaillent un peu le titre de superpuissance. En l'espace d'un an, on a pu voir que les États-Unis ont un peu perdu d'influence avec l'Afghanistan, enfin, il y a 2 ans, l'Afghanistan et notamment l'Ukraine, où on ne les a pas crus lorsqu'ils ont dit que la Russie allait attaquer. Si jamais les États-Unis perdent le monopole de la norme, qui va prendre la place, puisque les peuples ont toujours besoin d'un leader? D'après vous, est-ce que c'est l'Union européenne qui pourra reprendre ce rôle-là, ou alors un pays d'Asie non démocratique comme la Chine ou un autre? Merci. Didier Mauss, comme vous n'avez pas pu parler sur l'Europe, qui souhaite nous parler de la manière dont la Chine, par la comitologie, s'installe un peu partout pour définir de nouvelles normes, un peu comme l'ont fait les Américains? Très honnêtement, moi, je n'ai aucune compétence sur la Chine. Bon, j'ai été 2-3 fois en Chine dans ma vie. Bon, c'est pas un de mes pays favoris. Bon, donc de ce côté-là, j'ai pas grand-chose. Pas dans vos imaginaires, alors? Non, je sais pas. Bon, la seule chose que je puisse dire là-dessus, qui me paraît important dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, c'est que la Chine n'a pas du tout les mêmes intérêts que la Russie en termes de géopolitique. L'histoire chinoise n'est pas une histoire européenne, alors que l'histoire russe est une histoire européenne. Et j'allais dire, le problème des dangers ou de l'implication de la Russie dans les conflits européens est une réalité. L'implication de la Chine dans les conflits européens n'existe pas. Et donc, quand on dit la Chine va soutenir la Russie, d'abord, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait exact actuellement. Il y a quand même beaucoup de nuances. Et ça ne peut pas aller jusqu'au discours de M. Poutine sur nous défendons les valeurs européennes, car les valeurs européennes ne sont pas les valeurs de la société chinoise. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on est tranquille. Mais je voudrais simplement prolonger d'un mot ce qui a été dit à l'instant sur la toute-puissance américaine et le leadership. J'ai une dernière anecdote, mais vous avez vu, j'ai beaucoup cité des anecdotes parce que je trouve que c'est souvent très révélateur. Il y a une vingtaine d'années, je faisais partie d'un groupe qui se réunissait une année à Vienne, une année ailleurs, qui était le réseau des académies diplomatiques du monde. Un réseau extrêmement sympathique, où on discutait de formation de diplomates, etc. Bon. Les Américains en faisaient partie, ce qui est tout à fait rare parce qu'il y a beaucoup de réseaux dont ils ne font pas partie. Et un jour, la directrice de l'Académie diplomatique américaine, Foreign Service Institute, quelque chose comme ça, qui est une dame très sympathique, parlant très bien français,
dit l'année d'avant, eh bien, l'année prochaine, je vous invite à Washington. Bon, nous partons tous à Washington l'année suivante, très bien, on nous reçoit comme il faut, pas question de visiter les locaux, alors que quand on met ça, pas question. Mais, discours d'ouverture de cette dame, je suis heureux de vous accueillir, etc., etc. Elle nous explique ce qu'ils font, et elle nous dit, seul pays qui est capable de dire ça, nous formons des diplomates pour maintenir le leadership américain dans le monde. On s'est tous regardés. Je dirais, aucun n'aurait été capable de dire ça. On aurait tous dit, nous sommes là pour former des diplomates pour défendre les intérêts de nos pays. Les diplomates sont là pour ça. Mais dire, nous les formons pour soutenir le leadership américain dans le monde, c'est leur mission principale. Ben, honnêtement, on s'est regardé. Voilà. Merci. Pas de pudibonderie diplomatique. Une autre question, et on commence à être un peu en retard alors. Monsieur, on va vous passer un micro, je pense. On a discuté beaucoup sur la dominance ou le monopole des normes américains avec leur puissance. Est-ce qu'on se pose la question comment ils sont arrivés là? Ce n'est pas simplement une économie d'échelle, comme a fait référence Mme Bacharan, mais comment un petit émigré comme Elon Musk, qui vient de l'Afrique du Sud, est capable de créer une société comme Tesla, etc., etc. J'aimerais bien qu'on essaye de répondre à cette question. Pierre Musso a parlé du rêve américain, Nicole Bacharan a dû l'évoquer aussi, mais allez-y. Ah, pardon, c'est à moi. Soit Pierre Musso, soit vous, Madame Bacharan. Comment les États-Unis ont-ils pu accueillir, soutenir, produire Elon Musk et Tesla et n'oublions pas SpaceX, qui est la prochaine norme en matière de fusée spatiale, sans compter l'accès aux satellites qui permettent de rejoindre l'Internet quand l'Internet classique est coupé en Ukraine ou en Russie, voire même en Iran. Alors c'est vrai que je pense que notre intervenant rejoint l'idée que les États-Unis sont un pays d'opportunités. Et ça reste vrai. Ça reste vrai, c'est un pays dont la légende, plus que toujours la réalité, mais la légende dit, voilà, on peut partir de rien et arriver au sommet et vous trouverez tout ce qu'il faut en matière de financement. Si notamment vous avez une idée géniale, eh bien les financements seront là pour vous aider à parvenir au bout de vos fameux rêves. Alors c'est quelque chose de très très rare, mais ça existe parfois, et ce parfois suffit à continuer à nourrir le rêve américain de beaucoup d'immigrants. Mais j'ajouterais à cela qu'il y a aussi, tout autant qu'un rêve américain, il y a un rêve européen, dont les Européens ont souvent, me semble-t-il, en tout cas, peu conscience. Et quand on voit le nombre de réfugiés économiques, politiques, réfugiés de la guerre, réfugiés de la misère, qui cherchent à gagner l'Europe, et ils viennent de plusieurs continents en ce moment, ça prouve bien qu'ils espèrent qu'ils peuvent avoir un avenir meilleur en Europe. Donc entretenir cette idée de l'opportunité, de la capacité à améliorer sa vie, et non pas la garantie que ce sera le cas, mais c'est une des forces des pays que l'on appelle en ce moment occidentaux, et je dis en ce moment parce que ce vocabulaire n'est jamais repris avec autant d'agressivité guerrière que par Vladimir Poutine. Quand il parle de l'Occident, c'est bien que ce concept a à ses yeux un certain sens, et pour lui c'est un groupe qu'il faudrait au moins amenuiser, voire détruire. Donc oui, le rêve américain, le rêve européen, ça a encore un sens et ça peut rester d'une très grande force, une force qui est toujours revivifiée par tous ceux qui, à travers le monde, subissent une tyrannie économique, physique ou politique. Pierre Musso, vous souhaitez compléter? Oui, non seulement le rêve américain, je partage, mais l'industrialisation américaine, qui a été portée beaucoup par les émigrés irlandais ou anglais,
qui ont développé ce qu'ils avaient commencé à faire en Angleterre dès le début du 19e, aux États-Unis, et surtout qui, à la fin du 19e, ont commencé à créer les très grandes entreprises. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, c'est-à-dire qui aujourd'hui ont déjà 100, 150 ans, et ces grandes entreprises ont installé toute une culture et une économie de l'industrialisation, et chaque fois sur la pointe avancée. C'est pour ça que les GAFAM, ou les industries de l'imaginaire dont j'ai parlé, sont la pointe avancée contemporaine de ce processus d'industrialisation. Il faudrait ajouter à ce phénomène qui est l'essentiel, le fait que les États-Unis ont eu pendant les 2 guerres mondiales une position privilégiée puisqu'elles n'ont pas subi de destruction, ce qu'a subi largement la plupart des autres pays. A run of applause. Vous pouvez applaudir nos participants. Merci beaucoup d'avoir été un public très attentif après l'heure du déjeuner. On sait que c'est un moment compliqué. Désolé pour les organisateurs, nous sommes un petit peu en retard, mais comme on dit à la télé, ne zappez pas et restez avec nous. Merci encore, sénateur. Merci, professeur. Merci, professeur. Et merci, Madame Bacharan, d'avoir été avec nous à distance. Merci à vous.